Bonjour, bienvenue au podcast L'Omnipod. Je m'appelle Véronica. Je m'appelle Catherine. Puis, dans le premier épisode, on a reçu Dr Martineau. Il a été médecin de famille au GMF de Lorraine pendant plus de 40 ans. Il a présidé le comité de sélection pour les étudiants en médecine en 2013-2014. Puis, actuellement, il est dans le comité de sélection pour les résidents en médecine familiale. Oui, et pour ce premier épisode, on a abordé plusieurs sujets avec lui, dont son parcours, mais également les différentes pratiques qu'il a pu faire en médecine familiale, dont l'obstétrique, l'urgence, les soins intensifs et les soins palliatifs. On a également parlé de mes réalités en médecine familiale. Bon épisode. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Vous avez eu un parcours assez diversifié en tant que médecin de famille. Est-ce que vous pouvez nous en parler, puis nous parler des différentes facettes de la médecine familiale que vous avez appris à connaître pendant votre parcours? OK. Moi, j'avais décidé de faire la deuxième année optionnelle de médecine de famille pour toutes sortes de raisons. Des raisons... ma femme était en résidence en spécialité, donc j'étais pas pressé de me placer. Et deuxièmement, je pense que je serais pas le seul qui va dire que il y a certains médecins qui ont des difficultés d'insécurité, donc je me sentais pas prête et tout ça. Puis je me disais, une année de plus, ça va me permettre de m'outiller davantage. Et là, j'ai découvert plein de choses auquel je m'attendais pas vraiment. Et je pense que maintenant, vous allez arriver quand vous allez aller en pratique, que vous allez connaître davantage. Ces choses-là, c'est que en médecine de famille, je vous dirais, peut-être que je pourrais dire ça comme ça, il y a la médecine, puis il y a autre chose que la médecine. Et puis moi, je l'ai vécu un peu de façon un peu bizarre. Là, ma première année de résidence, je l'ai faite à Sacré-Cœur, là, dans un hôpital universitaire connu. Donc, mes stages d'internat ou de spécialité ou d'hospitalisation se faisaient dans un cadre assez standard, si on peut dire, avec les gardes là, de 24 heures et tout ça. Et puis, mais la médecine de famille, c'était comme nouveau. Donc, on avait des mois où on était dans un milieu où on rencontrait des patients dans un cadre ambulatoire, et avec des infirmières, une travailleuse sociale, avec du monde qu'on connaissait pas nécessairement beaucoup. Et puis avec aussi une approche que j'aurais dit qui était peut-être pas assez médicale. Des fois, j'avais entre autres un vieux patron avec qui je suis allé faire une visite à domicile, et puis d'un couple de personnes âgées. Et le monsieur, la dame, on allait voir la dame, et puis là, je voyais que le monsieur était essoufflé beaucoup. Et puis, je pense que vous avez fait votre cardio-pneumo, puis là, le patron, il disait, là, c'est parce qu'ils sont chicanés hier. Puis là, je me disais, moi, je pense qu'il y a aussi d'autres choses. Ouais. Je pense que le patient était en insuffisance cardiaque. Et puis, on a traité ça aussi, mais tu sais, c'était comme dire, oui, OK, il y a l'aspect psychosocial, il y a l'aspect... Donc, après ça, tu viens à te faire une idée que c'est tout ça, la médecine de famille. Ouais. C'est pas juste de donner la main à la personne parce qu'elle est triste ou parce qu'elle vit quelque chose de difficile, mais c'est aussi ça. Mais c'est aussi d'avoir des connaissances générales en médecine suffisantes pour rendre des services à la population que vous allez desservir. Ma deuxième année de résidence, j'étais à Cité de la Santé, c'était un nouveau milieu. Et là, les médecins de famille étaient vraiment presque, je dirais, roi et maître. Tous les patients hospitalisés étaient hospitalisés avec un nom de médecin de famille. Et tous les médecins à l'époque devaient faire de l'urgence s'ils voulaient travailler à la Cité de la Santé. Fait que là, ça nous obligeait un peu à faire ça. Moi, je voulais faire de l'urgence en début de pratique. Ça fait que je faisais 16 heures d'urgence. Puis, je faisais aussi mon bureau là, dans la communauté. Et puis, au début de ma pratique, je faisais aussi l'obstétrique. Fait que c'était un petit peu ça, le début de ma pratique. Et puis, ce que je voulais dire là-dessus, c'est que la deuxième année, là, il y avait beaucoup plus de rigueur que là, tu vas aller faire un stage en soins intensifs parce que, si tu veux faire de l'urgence, c'est bon de te sentir bien outillé puis tout ça.
Et puis, donc là, c'était l'aspect que oui, il faut s'occuper de l'aspect psychosocial, mais oui aussi, il y a l'aspect d'avoir des bonnes connaissances médicales qui est important. Mais à un moment donné aussi, tu apprends que euh, le, 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 le- le bagage de connaissances devient peut-être pas nécessairement le même que ton collègue qui va s'en aller en spécialité. Et puis, c'est correct comme ça. Fait que ça, c'est le début de ma pratique. Donc, j'ai fait de l'urgence pendant peut-être 9 ans, en même temps que mon bureau. Et puis, j'ai fait de l'obstétrique pendant 4-5 ans. Puis ça, peut-être que, je sais pas si je devrais dire ça, mais je pense que je vais le dire quand même. Si vous vous sentez pas confortable dans quelque chose, peut-être que vous êtes mieux de soit bien vous outiller ou si vraiment ça vous rend trop stressé, peut-être qu'il y a des choses qu'on ne devrait pas faire. Moi, l'obstétrique, ça me stressait. Je l'ai fait pendant 4-5 ans parce que le groupe dans lequel j'étais, tout le monde en faisait, puis je voulais aller travailler avec eux autres parce que c'était un groupe stimulant puis tout ça. Mais à un moment donné, c'est devenu trop dur. Fait que pour moi. Fait que ça dépend. Fait que je voulais juste peut-être laisser ça un petit peu comme... Vous avez parlé un peu de l'urgence, des soins palliatifs aussi. Est-ce que vous pouvez nous en parler? OK. Ouais. C'est ça. Ben, je peux peut-être dévier un petit peu, mais je vais aller à ta question. Mais effectivement, une des choses qui peut être intéressante en médecine de famille, c'est que il y a une grande diversité et tu peux, au début de ta pratique, faire un certain type de pratique, puis des fois un peu dévier ou changer certaines parties de ce que tu fais. Entre autres, ben, c'est ça, j'ai fait de l'urgence au début de ma pratique. J'ai fait un petit peu d'hospitalisation. Puis là, à un moment donné, il s'est développé à l'hôpital où je travaillais, là, à Cité de la Santé à Laval, une équipe de soins palliatifs. Puis bon, en tout cas, il y a des gens qui m'ont demandé si ça me tentait d'essayer ça. Et j'avais zéro connaissance et c'était pas très développé à l'époque. Et là, je pense que vous allez avoir une exposition déjà un petit peu plus que ce que j'ai pu avoir au début. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec notre formation, tu arrives à être capable de dire, ben, voir un patient dans sa globalité, etc., ben, tu es capable de changer. Donc, même si j'avais pas cette expérience-là, avec du support d'autres collègues et puis avec la pratique, puis avec des lectures, tu arrives à être capable de t'intégrer à cette partie-là. Les soins palliatifs, j'en ai fait pendant presque 20 ans, là, les 20 dernières années de ma pratique. Ça a été une belle expérience de vie. Et puis, j'en ai gardé ça aussi un peu des choses un peu curieuses ou en tout cas auxquelles je m'attendais pas. Que c'est une des places dans ma vie où j'ai le plus ri et où c'était comme, entre guillemets, pas léger, là, parce que c'était quand même des cas lourds, mais il y avait une belle chimie, puis les patients arrivent avec une demande et les patients t'apprennent beaucoup de choses sur la vie, puis sur la mort, puis tout ça. Fait que ça a été une belle expérience de vie, puis aussi une belle expérience de travailler en équipe. Si on peut continuer dans le sujet de soins PAL, vous m'aviez parlé à la fin de votre carrière, vous étiez quasiment rendu l'expert de vos collègues qui faisaient un peu moins de soins palliatifs, puis ils venaient vous demander conseil. Oui, ben tout à fait. Puis je pense que ça peut être dans un peu n'importe quel domaine, mais disons, moi, je veux dire, aux soins palliatifs, ben, quand ça fait 20 ans que tu en as, quand tu en fais, ben, tu acquiers une certaine expérience, peut-être une certaine expertise dans certains moments. Puis encore là, il y a de la complémentarité parce qu'il va peut-être avoir le jeune collègue qui vient, qui lui va aller chercher de son vieux collègue l'expérience, mais le vieux collègue, lui, va peut-être aller chercher, ben, toi, tu as lu telle chose ou ça, cette chose-là, qu'est-ce que... Peux-tu m'en parler? Et il se fait comme un peu de la complémentarité. Puis je pense que ce qu'on se parlait quand on avait discuté un peu avant d'aujourd'hui par rapport à ça, c'est que en médecine de famille, moi, de la manière que je conçois ça, c'est qu'il y a une partie qui est un peu commune à tous les médecins de famille. C'est-à-dire, je pense que si vous allez en médecine de famille, il y a une partie qui est un service à une certaine clientèle avec une approche générale et de médecine, ce qu'on appelait la médecine générale, ce qui n'empêche pas à chacun, selon ses intérêts, à aller développer une petite pointe d'expertise, on peut dire.
Donc, ça peut être quelqu'un qui dit, ben moi, ma petite pointe d'expertise, c'est que j'aime ça faire du musculo-squelettique et puis tout ça. Moi, personnellement, le musculo-squelettique, ça m'a jamais rentré dans la tête. Peut-être parce que je suis pas un bon bricoleur non plus, mais c'est ça. Ça fait que peut-être que mon collègue meilleur en soins ou ma collègue qui est meilleure en soins de musculo-squelettique, je vais peut-être y référer de certains de mes patients même ou lui dire, ben là, j'aimerais ça que tu viennes voir cette épaule-là, je comprends pas trop qu'est-ce qui se passe. Et elle va peut-être me demander des conseils par rapport à quelque chose dans lequel je suis plus familier. Donc, si elle a un patient qui est à la maison, qui est pas aux soins palliatifs, mais qui est en phase palliative d'une maladie, ben, elle va peut-être me demander des questions par rapport à certaines médications à utiliser pour l'analgésie ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, c'est un petit peu ça, la complémentarité. Puis qu'en médecine de famille, je pense qu'on parlait de généralisme aussi. Le généralisme, c'est que je pense qu'il faut comme garder une ouverture. Donc, même on peut faire attention de ne pas devenir morcelé puis dire, ben moi... en tout cas, là, je vous dis, c'est mon opinion personnelle, mais je ne fais que du musculo-squelettique. Et puis, je vois pas d'autres sortes de patients. Mais là, à ce moment-là, je pense que c'est pas vraiment le rôle de la médecine de famille. Mais dire, ben moi, je suis médecin de famille, puis une demi-journée ou une journée par semaine, je vois des cas de musculo-squelettique parce que ça m'intéresse, parce que j'ai une formation là-dedans, ou j'étais physio dans le temps, ou ergo, ou je sais pas. Et puis, j'aide mes collègues qui ont peut-être moins cette capacité-là. Puis ça reste un peu quand même dans la généralité, d'après moi. Puis c'est pour ça aussi que ça existe, les résidences en troisième année. Par exemple, ma médecin de famille, elle fait des accouchements, mais elle voit aussi plein d'autres âges et types de population. Là. Et en tout cas, je pense qu'en médecine de famille, par rapport à l'obstétrique, entre autres, ce qui peut être intéressant, c'est que vous allez voir, vous allez suivre la patiente pendant sa grossesse, puis souvent, vous allez suivre le bébé après. Fait que là, si on parle de la pédiatrie, ben la pédiatrie, en tout cas, le suivi du nouveau-né, mais le suivi du nouveau-né, le nouveau-né, il vieillit, puis après ça, il va à la garderie, puis il va attraper le rhume, puis il va faire de la fièvre, puis il va avoir des otites, etc., etc. Puis peut-être que, surtout si vous êtes en début de pratique, puis dépendant de où vous travaillez, ben le mari de la femme n'a pas de médecin, puis vous allez suivre le mari, puis peut-être son père, puis bon, etc. Puis les gens vieillissent avec vous. Peut-être que vous allez continuer à faire faire de l'obstétrique toute votre vie. Puis là, peut-être vous allez être obligé de faire des choix dans votre clientèle. Peut-être que vous allez faire de l'obstétrique pendant 10, 12, 15 ans. Puis que là, après ça, votre clientèle va vieillir avec vous et les problématiques auxquelles vous allez avoir à faire face vont changer aussi. Donc, les otites, vous allez en voir moins. Des enfants, vous allez peut-être en voir un peu moins. Puis vous allez peut-être voir plus de patients diabétiques parce que votre patiente qui à 25 ans a eu sa grossesse, ben là, peut-être qu'à 45 ans ou à 50 ans va faire de l'hypertension, etc. Mais elle reste votre patiente encore, puis c'est la même personne. Puis cette transition-là, ça se fait comme un peu, entre guillemets, tout seul, si on peut dire. Ouais, c'est ça. Le suivi longitudinal que tu as avec tes patients, puis avec leur famille, puis etc., qui nous permet d'avoir un lien de confiance avec les personnes qu'on suit. Ben, ça, je trouve très intéressant de la médecine familiale. Puis effectivement, tu sais, je pense que hier, quand on s'était parlé, ben c'est ça, souvent, c'est une genre de ligne de vie. Donc, le patient ou suivi par un médecin de famille va être suivi pendant des années avec parfois des épisodes de problématiques de santé qui vont nécessiter de façon verticale l'apport d'un spécialiste pour un problème X. Bon, ben, je sais pas, moi, il y a une appendicite, ben, le patient, à un moment donné, il va avoir besoin du chirurgien, puis c'est important qu'il soit là, le chirurgien, mais une fois que l'appendicite est guérie, ben, le chirurgien, il vient plus. Des fois, ça va être plus complexe que ça et que tu vas avoir un suivi conjoint avec un spécialiste pendant plusieurs années et c'est ça, fait que ça peut varier, mais l'aspect que toi, tu vas suivre ton patient de façon longitudinale et puis que le spécialiste va le voir un peu de façon verticale avec des largeurs de verticalité différentes, là, c'est ça. Puis ce que vous m'aviez parlé aussi, c'est que plus tu connais ton patient, plus tu peux te rendre compte quand il va moins bien. Par exemple, vous m'aviez parlé dans la salle d'attente, vous voyez que ça filait moins. Ça, ou si
vous devez annoncer une mauvaise nouvelle, quand c'est un patient que ça fait plus longtemps, vous aimez ça que ça soit vous. Tu sais, c'est jamais le fun, mais vous préférez que ça soit vous qui l'annoncez plutôt que un médecin dans un sans rendez-vous, par exemple. Ah ben ça, c'est sûr. C'est sûr que ça, c'est un avantage et une force de la médecine de famille. Je pense qu'il y a deux aspects à ça. Bon, si on parle de la mauvaise nouvelle ou tout ça, mais souvent, on est comme on connaît nos patients, puis nos patients nous connaissent. Moi, après un certain nombre d'années, moi, j'étais capable de dire, bon, monsieur un tel, il est marié avec madame une telle, ils ont 2 enfants, puis ils font ça, puis ils ont un chalet à telle place, ou ben non, ils prennent leurs vacances toujours à la même place, ou des choses comme ça. Et cette proximité-là, entre guillemets, nous permet des fois d'aborder certains sujets ou de faire face à des situations qui restent pas faciles, mais peut-être autrement. Et certaines, mais peut-être des trucs aussi là-dedans, dans le sens que des fois, à un moment donné, quand tu sens que quelque chose qui va peut-être évoluer vers une mauvaise nouvelle, ben, tu peux prendre de l'avance et dire, ben, si jamais il arrivait quelque chose, là, vous, comment est-ce que vous voulez qu'on aborde ça? Est-ce que vous voulez que je vous dise tout ou etc. De sorte que, puis aussi, tu connais tes patients. Connais tes patients vous avez eu plusieurs formations sur l'approche avec le patient, puis l'approche paternaliste et puis l'approche centrée sur le patient, etc. Puis l'approche où le patient fait partie de l'équipe. Mais il y a des fois qu'à un moment donné, il y a certains patients qu'eux autres, là, si tu vas leur dire, ben, c'est ça qu'il faut faire, puis c'est ça qu'ils veulent. Ça veut pas dire que c'est la majorité de vos patients, mais certains patients que si tu leur poses trop de questions, ça les insécurise, ou ils mettent trop dans la prise de décision, ça les insécurise. Fait que, tu sais, c'est pas la majorité, mais tu vas approcher deux patients avec la même pathologie, peut-être de façon un peu différente parce que tu connais un peu le contexte de vie dans lequel ils sont, puis leur personnalité, puis tout ça. Fait que ça, c'était l'aspect peut-être approcher des mauvaises nouvelles, qui est l'avantage peut-être si tu connais la personne, de connaître la personne. Puis je pense qu'il y a deux aspects à ça. De connaître la personne te permet aussi d'avoir certains indices qui sont pas là si tu connais pas la personne. Puis que je donnais comme exemple, c'était une de mes premières patientes que je connaissais depuis longtemps et cette patiente-là venait toujours avec son mari. Tout le temps. Et une fois, elle était dans la salle d'attente et elle était seule. Et puis, c'est un indice niaiseux parce que son mari, il aurait peut-être pu être en train de stationner l'auto ou ben non, il est allé. Et puis effectivement, quand elle est rentrée dans le bureau, elle est partie à pleurer, puis bon, son mari était pas là parce qu'il était parti et tout ça, fait que c'était comme un peu ça, fait que des fois, à un moment donné, tu peux avoir des situations où justement je pourrais donner un autre exemple, c'est une mère qui vient avec son enfant qui fait de la fièvre. Donc, une situation fréquente, banale. Et là, la maman vous dit, il fait de la fièvre, mais c'est pas comme d'habitude. Mais ça, c'est pas comme d'habitude, il faut écouter ça, puis respecter ça. Fait qu'il y a l'aspect aussi de respect de la personne on en a parlé, vous en avez déjà entendu par rapport à l'expertise de la personne, mais d'être capable de répondre à ça. Et puis quand tu connais la mère ou le père qui vient avec son enfant puis qui est plus inquiet que d'habitude dans une même situation, à ce moment-là, cette connivence avec ton patient ou cette complicité, ben ça te permet peut-être d'être un meilleur clinicien jusqu'à un certain point. On embarque dans les mythes. Oui. Okay. Le premier qu'on entend parler, puis qu'on voulait vous soulever, c'est que la résidence dure seulement 2 ans et donc elle doit être beaucoup plus facile que les autres spécialités. Mm-hmm. Okay. Bonne question, je dirais. Bon, pourquoi la résidence est de 2 ans? Est-ce que je me suis reposé, parce qu'on avait parlé un petit peu hier, je me suis reposé cette question-là, puis j'essayais de trouver des analogies. Moi, je pense pas que la médecine de famille par rapport à une spécialité, c'est comme c'est un continuum de la médecine où tu dois avoir quand même, j'ai l'impression, une première ligne qui s'occupe
de la majorité des problématiques courantes des gens. Et une deuxième ou une troisième ligne qui vont s'occuper des problématiques plus complexes parce que au point de vue diagnostic peut-être, et plus complexes aussi au niveau technico, machin truc, là. Et puis, donc, et puis, peut-être que ça prend plus de temps pour former, admettons, par exemple, un chirurgien cardiaque que de former un médecin de famille, mais le rôle n'est pas le même. Puis, c'est sûr que tout l'aspect, moi, je sais pas, on va faire de la chirurgie avec un robot, ben, tu fais pas ça du jour au lendemain, puis ça prend peut-être une expertise qui prend un certain temps. Et tu vas aller plus en profondeur dans ce domaine-là. La médecine de famille, il y a une partie qui est aussi, et là, c'est peut-être plus une opinion personnelle, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu es sur le bord du tremplin, puis il faut que tu plonges. Fait que vous allez avoir des plongeons à faire entre la deuxième année puis l'externat. Vous allez avoir un autre plongeon à faire quand vous allez à la résidence. Puis une fois que la résidence se termine, on pourrait faire plus d'années, mais à un moment donné, de toute façon, il va arriver un jour où il faut plonger. Maintenant, est-ce que le fait que ça soit 2 ans, donc, je pense qu'après 2 ans ou 3 ans, un médecin de famille peut être bien formé pour faire sa tâche à lui, qui est de s'occuper là, des problèmes courants et dans l'environnement du patient et travailler en équipe et être capable de s'occuper, dans ses limites, des problématiques qui sont les plus courantes en médecine de famille. Puis là, dans les problématiques les plus courantes, je dirais peut-être que j'ajouterais être aussi capable d'identifier de façon rapide les problématiques urgentes qui peuvent se présenter. Donc, admettons, par exemple, quelqu'un vient puis il y a une douleur rétrosternale, il faut que je sois capable de dire, ben là, lui, il n'est pas à sa place dans mon bureau. Tu sais, bon, par exemple. Et puis, mais ça prend je pense, avoir une rigueur intellectuelle, des bonnes connaissances et aussi une ouverture à tout ce qui est l'autre aspect de voir le patient dans son milieu et que toi, tu es dans ce milieu-là et tu fais partie un petit peu de sa réalité à lui, là, si tu veux. Fait que c'est ça. Donc, moi, je pense que je ne pense pas que c'est une sous-spécialité de la médecine. C'est une partie différente de la médecine. Et si on pourrait donner un exemple, ben, je pense qu'un mécanicien général, ben, il est capable de s'occuper de pas mal de choses. Et puis, peut-être qu'à un moment donné, il y a une transmission qui marche pas comme d'habitude, puis qu'il là, va peut-être être obligé de dire, ben, écoute, là, c'est ta transmission, là, puis il faut que tu ailles voir Monsieur Transmission parce que là, c'est comme trop loin pour moi. Puis peut-être que Monsieur Transmission, lui, il a peut-être fait 1 an ou 2 de spécialité, ou il a, en tout cas, mettons ça, là, et de plus, pour arriver à être capable de faire ça. Maintenant, le fait d'être spécialiste aussi, des fois, à un moment donné, fait que il va peut-être pas être capable de s'occuper aussi dans la globalité des autres problématiques qui se présentent. Et on voit des fois aussi dans certains hôpitaux, quand les médecins de famille quittent, il y a plus de consultations parce que, bon, mais puis c'est normal, c'est correct. Ça fait 10 ans que tu fais de la neurochirurgie, ben tu t'occupes pas du diabète, là. Fait que et c'est correct, on s'attend pas à ça. Mais ça veut pas dire que l'un est meilleur que l'autre. Je pense qu'on est complémentaires dans tout ça. Et c'est de voir un peu comment les gens si chacun a sa place là-dedans et c'est des places complémentaires, il faut se respecter là-dedans. Puis ça, c'est qu'est-ce qu'on va parler dans le deuxième podcast plus en profondeur, comment pas cohabiter, mais c'est quoi la place des spécialistes versus médecine familiale, puis la collaboration. Et donc, venez au deuxième. Puis, c'était intéressant quand vous avez dit il faut être rigoureux, il faut avoir beaucoup de compétences, connaissances en tant que médecin de famille. Le deuxième mythe, c'était
t'es trop intelligent pour aller en médecine de famille, il faudrait que tu choisisses une spécialité. Oui, c'est ça. J'espère que ça existe moins qu'avant, ça, ce mythe-là. Parce que je pense que, bon, de toute façon, l'intelligence, c'est variable. Là, hein. On peut être intelligent dans certaines façons de faire puis de pas l'être dans d'autres. Là. Mais moi, je pense que tu vas pas en médecine de famille par dépit. Je pense qu'il faut que tu ailles en médecine ou parce que tu veux, parce que tu as assez étudié puis tu es tanné. Là. Je pense que tu vas en médecine de famille parce que tu t'en vas dans un autre domaine. OK? Puis des fois, à un moment donné, même si vous êtes très connaissant ou que vous êtes ces connaissances-là, vous allez pouvoir les utiliser en médecine de famille parce que ça va vous aider à avoir les outils nécessaires pour vous occuper de vos patients. Puis peut-être que si vous êtes plus intelligent ou plus connaissant, OK, parce qu'on n'est pas tous pareils, ça va peut-être vous donner comme la chance d'avoir un petit peu de recul, d'être capable de voir ailleurs de qu'est-ce qui se passe dans la vie de votre patient, que pas juste vous fixer sur alors il faut pas que j'oublie parce que tout d'un coup que je passe à côté de tel diagnostic, etc. Fait que moi je pense que on peut avoir, il y a des gens en médecine de famille qui sont très connaissants, mais probablement de façon sur beaucoup plus de sujets et alors que peut-être qu'il y a certains spécialistes qui sont très connaissants dans un sujet et c'est correct, tu sais, c'est-à-dire que si à un moment donné tu décides que moi que tu décides que toi tu veux vraiment aller plus loin dans un domaine, mais c'est correct. Mais il y a de la recherche aussi en médecine de famille. La recherche est sur des sujets peut-être plus qui vont aller dans les soins de première ligne, comment les faire, mais par rapport à certaines pathologies aussi auxquelles on fait face plus, par rapport à toute l'interdisciplinarité, etc. Donc, c'est différent, mais on peut être un scholar de médecine de famille aussi, tu sais. Fait que ça peut arriver, mais c'est pas ça non plus, c'est pas pour tout le monde. Et puis... il me semble que j'avais quelque chose que je voulais rajouter par rapport au mythe. Ah oui, bien, il y a peut-être un autre mythe, je ne sais pas si je peux me permettre. Là. Absolument. Un autre mythe actuel qui est, parce que moi je l'ai entendu de certains de mes collègues, c'est moi si j'étais à faire, je ne dirais pas à mes enfants de m'en aller en médecine de famille parce que à cause de la lourdeur actuelle, moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que, bon, oui, c'est difficile actuellement, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place par rapport à ça. Et je pense qu'il faut... il y a eu, pendant les 10 dernières années, une grosse... mainmise du médico-administratif sur les cliniciens de base, les cliniciens et les soignants en général. Et là, je pense que c'est de se prendre en main, de se dire, ben écoute, oui, il y a beaucoup de choses à faire, puis aussi j'ai ma vie. Mais si vous êtes en groupe, ben si, admettons, toi, t'as un bébé de 1 an, puis que moi, je suis rendu un grand-papa, puis que je vois plus mes enfants aussi souvent, ben peut-être que je peux la faire, ta garde, pendant ou je peux prendre... Moi, je prendrai pas la semaine scolaire comme semaine de vacances, pour donner un exemple. Mais tu sais, des choses comme ça, tu sais, je pense qu'il y a des façons d'essayer de trouver, puis il faut essayer de trouver une façon de se supporter les uns les autres, puis d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Puis ça, je pense que c'est important. Absolument. Puis on va continuer à en parler pendant le deuxième podcast. Mais pour le premier, ça serait tout. Donc merci encore, Dr Martineau, d'être avec nous. Ça fait plaisir.